Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Madame, Messieurs, ils sont désormais 284 nombre de cas positifs au Cameroun, selon le dernier pointage. Le gouvernement, 2 semaines après avoir mis sur pied les 13 mesures dans le cadre de la réponse à la pandémie du Covid-19, vient de décider de leur prorogation pour 15 jours encore renouvelables. Le ministre de la Santé publique, face à cette poussée vertigineuse des chiffres, demande aux personnes contaminées, il ne demande pas expressément aux personnes de se confiner, mais recommande plutôt le port systématique des masques. Madame, Messieurs, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée par Cédric Nouffelé. Et tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Tout de suite et maintenant, c'est le fait du jour. Covid-19 au Cameroun, l'urgence d'agir. Pour en parler, je suis en plateau ce soir une fois de plus avec le docteur Siméon Cuissu. Bonsoir docteur. Bonsoir monsieur Otto. Voilà, vous êtes pneumologue. Bienvenue une fois de plus. Merci de m'avoir réinvité. Voilà, nous irons également à Paris où nous attend le professeur Boni Aimé, cardiologue éminent, cardiologue, et également le docteur Gebkap. Bonsoir, il est déjà là. Bonsoir, professeur Boni Aimé. Bonsoir, monsieur Serge Alain Otto. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox. Bonsoir à tous les Camerounais. Et j'en profite pour féliciter le travail que vous faites, le travail que tous les journalistes font, un travail utile pour le progrès de notre pays. Je tiens à vous féliciter. Et permettez-moi de profiter de cette occasion, parce que c'est la première fois que je passe sur votre antenne, de demander à tous les Camerounais d'être vraiment unis. Il n'y a pas de RDPC, pas de MRC, pas de société civile. Tout le monde dans le même bateau pour combattre le Covid. Et j'en profite donc pour dire à M. Charles Ndongo, qui est le directeur de notre télé nationale, nous sommes tous des contribuables, de demander à ses collaborateurs d'inviter tout le monde. D'inviter les spécialistes que nous sommes, parce que plus que jamais, le peuple a besoin de comprendre ce qui se passe. Et moi, j'ai tenté plus d'une fois à passer sur cette chaîne-là, mais malheureusement, je n'ai pas eu une réponse positive, pas de réponse d'ailleurs. Et donc, c'est un appel, nous voulons passer partout pour éclairer la population camerounaise. Voilà, professeur Boni, agrégé de cardiologie dans les universités françaises, spécialiste en rythmologie, mort subite cardiaque, médecin des hôpitaux français, enseignant à l'université de Douala, président de l'African Heart Rhythm Association, AFHRA, membre titulaire de la Société française de cardiologie, membre de la Société européenne de cardiologie. J'ai oublié quelque chose, professeur? Oh, ben écoutez, c'est pas... L'essentiel est dit, et puis c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est que les Camerounais apprennent davantage sur ce que c'est que le Covid et comment est-ce que nous devons lutter contre le Covid. Les titres, les diplômes, vous savez, quand je dis toujours la diplômite, n'est pas importante. Voilà, professeur, je vous ai invité ce soir parce qu'il y a... Vous avez pris à contre-pied, on va aller straight to the point, vous avez pris à contre-pied, on va le dire comme ça, le professeur Raoult. Oui, je dirais modestement que je fais partie
scientifiques qui pensent que le professeur Raoult n'a peut-être pas raison. Je dis bien n'a peut-être pas raison. J'aimerais bien qu'il ait raison. J'aimerais bien qu'il ait le prix Nobel de médecine parce qu'il aura sauvé la planète. Comme je l'ai dit dans mon post, dans mon blog sur Mediapart, j'aimerais bien parce que personne ne veut que le monde soit décimé. Personne. Et je voudrais que les Camerounais le comprennent. Qu'ils se disent qu'il n'y a pas de gens qui veulent que nous mourons tous et d'autres qui veulent sauver. Nous tous, nous voulons sauver. Mais simplement, nous avons un raisonnement scientifique. Et ce raisonnement scientifique, quoi qu'on dise, il est important parce que c'est lui qui a permis à ce que le monde évolue, qu'on diminue la mortalité globale, que l'espérance de vie des populations augmente, qu'on soit mieux aujourd'hui parce qu'on a trouvé des modèles mathématiques statistiques pour démontrer que telle thérapeutique est importante ou alors elle n'est pas importante. Et le professeur Raoult essaie de nous dire, comme je m'appelle le professeur Raoult, je suis un éminent scientifique. J'ai plus de 1800 publications. Donc ce que je dis, vous prenez ça pour argent comptant. Ce n'est pas la religion. La science n'est pas la religion. Et que d'ailleurs, à l'opposé, j'ai envie de vous dire que dans le comité scientifique français, par exemple, qui conseille Macron, il y a quand même des gens qui, au minimum, ont la même carrure que le professeur Raoult, et même davantage. Parce que n'oubliez pas que Mme Barré Senoussi, prix Nobel de médecine, pour avoir découvert le virus du sida, fait partie de cette commission, et elle n'est pas pour cette approche de Raoult, de dire que ça marche sans avoir fait une étude normale, robuste, randomisée, comparative. C'est pour cette raison que moi aussi je dis, il ne nous a pas convaincus. Ok, mais pourquoi le gouvernement français a finalement cédé, on va le dire, accepté le protocole du professeur Raoult? Alors, si vous faites une lecture très stricte de la décision du gouvernement, c'est une décision qui est aussi politique, parce que regardez ce qui se passe. Allez-y dans les réseaux sociaux. Vous allez vous rendre compte que statistiquement, il y a peut-être 80% de personnes qui disent qu'on veut ce que Raoult nous propose. Il faut peut-être tenir compte de ça. Mais le gouvernement français a encadré cette prescription en attendant les études, parce qu'on ne dit pas, et le gouvernement français ne dit pas que on ne veut pas de ce protocole de manière définitive. On dit on veut voir, on veut attendre, on veut des résultats. Et comme il y a des études qui sont en cours et qui vont aller quand même très vite, je pense qu'à partir de la semaine prochaine, on aura des résultats. On en a même déjà quelques résultats. Donc en attendant, ne donnons pas ça à tout le monde, donnons à des gens qui sont effectivement assez graves. Parce que ceux-là, de toute façon, il n'y a peut-être pas grand-chose à perdre. Et c'est fait dans un environnement qui est sécurisé. Parce que le problème du protocole de Raoult, c'est qu'il a des complications potentielles. On ne peut pas le nier. Il y a des complications. Donc, en hospitalisation, en réanimation, avec des médecins qui maîtrisent le truc, là, avec des électrocardiogrammes qui sont faits régulièrement, on peut choper le moment où on peut passer de l'effet thérapeutique à l'effet toxique. Parce que les molécules que le professeur Raoult utilise, les deux, sont potentiellement dangereuses pour plein d'organes et dans le cœur. Okay. Et donc, la fenêtre thérapeutique, c'est-à-dire la différence entre la dose qui va être efficace et la dose qui va être toxique, elle est tenue, elle est étroite. Et donc, on peut facilement basculer. Or, lui, il nous donne des doses qu'on ne connaissait pas avant. Parce que vous savez quand même que cette molécule, on l'utilisait avant, on l'a utilisée en Afrique, on l'a utilisée dans tous les pays endémiques au palu. Mais on donnait ça à des doses qui étaient 2 fois moins importantes. Or, il nous demande de doubler la dose. Non seulement il nous demande de doubler la dose, et il demande d'utiliser sur un autre médicament, l'azithromycine, qui a les mêmes effets secondaires. Professeur Boni. Dans un environnement... Pardon? Professeur Boni, mais il s'appuie quand même sur des stats, hein, les chiffres. Il dit sur 24, 18
ont été guéris, 75% selon lui. Alors, je vais vous dire une chose. Regardez la population de M. Raoult. Les gens qui testent, on les a tous vus. Vous les avez vus à la télé comme moi. Ils font la queue pour se faire dépister. Et si vous êtes positif, ils vous donnent le traitement. Cette population-là, nous la connaissons dans le monde entier. Nous la connaissons dans la population chinoise. Nous la connaissons dans la population française en général, italienne, partout. Nous avons quand même des certitudes. Nous savons que ces gens-là, qui sont peut-être positifs, mais qui ont un état général satisfaisant, qui sont jeunes, qui n'ont pas de comorbidité, ceux-là, avec le protocole de Raoult ou sans le protocole de Raoult, ces gens-là guérissent à plus de 80-85% des cas. Ils guérissent spontanément. Et c'est ce que nous appelons l'effet placebo. C'est-à-dire qu'on vous donne ou qu'on ne vous donne pas, vous allez guérir. Mais le problème, c'est que si on vous a donné et que vous guérissez, vous allez penser que c'est le médicament. Et pour qu'on soit sûr que ce n'est pas le hasard, que ce n'est pas l'effet placebo, on fait des études comparatives, monsieur Serge Alain Autou. On fait des études comparatives. Le professeur Raoult ne peut pas venir inventer la médecine aujourd'hui. Elle est connue. On sait comment est-ce qu'on arrive à démontrer qu'un médicament est efficace. Il faut faire des études comparatives. Il ne fait pas. Et je vais peut-être terminer cette partie en vous donnant un exemple concret. Oui. Un collègue de mon hôpital français, un collègue a eu le Covid. Il était symptomatique, aussi symptomatique. C'est son épouse qui est médecin qui constate qu'il a du mal à respirer. Mais lui-même ne ressentait rien. Elle lui a pris les paramètres, il se désaturait un peu. Et comme il a signalé donc qu'il avait une perte de l'odorat et du goût, et que ça c'est des signes qui alertent, c'est pour informer donc la population camerounaise que si vous avez ce genre de signes-là, il faut faire attention. Et donc, fort de ces éléments-là, ils ont fait le test, il était positif. Ils ont fait un scanner. Le scanner montrait quelques petites lésions. Parce qu'il est médecin, il connaît quand même la problématique, il a discuté avec des collègues et il a décidé de se confiner. Il n'a pris aucun médicament. Il n'a pris aucun médicament, il est resté chez lui 2 semaines et il est guéri. Il a repris le boulot. Et un autre collègue qui a eu le Covid, le Covid-19 positif, aussi un peu symptomatique, lui n'a pas voulu prendre le risque, il a pris le traitement de monsieur, le professeur Raoult, et il est guéri. Donc vous avez donc 2 cas de figure. Les 2 sont guéris, un a pris le traitement, l'autre n'a pas pris le traitement. Allez savoir ce qui marche. Si celui qui n'a pas pris le traitement avait pris le traitement, mais il serait aujourd'hui convaincu que c'est le traitement de Raoult. Et c'est ce que la science dit. La science dit que pour qu'on soit certain qu'un traitement marche, il faut comparer à un groupe qui n'a pas ce traitement. Ça, c'est le canevas de la science. On ne peut pas déroger à ça. Ok. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez que le Maroc, je termine avec ça, oui, le Maroc qui a décidé, je crois que tout le monde le sait, le Maroc a décidé de donner le traitement de Raoult à tout le monde. Est-ce que les courbes de décès au Maroc ont diminué? Je vous dis non. Est-ce que les courbes de décès au Maroc sont inférieures à celles de l'Algérie? Je vous dis non. Or, l'Algérie n'a pas préconisé le traitement tout azimut. Donc, vous avez 2 pays qui ont à peu près la même population de malades, les mêmes décès, mais il y a une approche qui donne et une autre approche qui ne donne pas. Donc, honnêtement, on ne sait pas. Donc, au moins, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des complications. Voilà, merci professeur Moni pour cette brillante entrée en matière. On va revenir à vous. Et je vous ai vu acquiescer là pendant que le professeur Moni s'exprimait. Vous étiez d'accord avec lui sur certains... Pas entièrement. Pas entièrement. Pas entièrement. Il y a des choses à redire. Mais oui. Oui, je ne comprends pas le débat sur la chloroquine et l'hydroxychloroquine. C'est vraiment... comment dirais-je, beaucoup de vent, remet beaucoup de vent pour pas grand-chose. Il y a là un débat franco-français dans lequel j'invite les Africains à ne pas entrer. Ayons un peu de bon sens. Voilà un vieux médicament qui s'appelle la chloroquine, la nivaquine, ou le plaquenil pour ceux qui sont rhumatologues, qui a été administré à des malades pendant des dizaines d'années, si c'est peut-être pas un siècle, et qui n'a pas été particulièrement remarqué comme un médicament toxique. Bon. Lorsqu'un médicament a obtenu l'autorisation de mise sur le marché,
c'est un médicament qui a déjà suivi toutes les études toxicologiques, toutes les études de tolérance. Tous les effets secondaires ont été étudiés avant qu'on autorise de le mettre sur le marché. Lorsqu'un médicament est sur le marché, on peut, au cours de la vie des médicaments, on découvre des indications qui n'étaient pas prévues quand on a fabriqué le médicament. C'est le cas de la chloroquine. On se rend compte que, la chloroquine était connue comme inhibant la multiplication de certains virus. 2, on l'a donnée à des patients qui se sont portés mieux. Bon, bien évidemment, on peut discuter, puisqu'il y a des gens qui guérissent spontanément, on peut discuter. Et quel est donc le problème qui se pose? C'est la question de la posologie, point à la ligne. Est-ce que 600 mg, 200 mg, 3 fois par jour, c'est la bonne posologie? Est-ce que ça ne risque pas d'intoxiquer certains malades, notamment les malades cardiaques? Voilà le débat, il n'y en a pas d'autre. Oui. Mais quand un malade est devant vous et que vous n'avez rien à lui donner, et que vous avez un médicament dont l'innocuité est établie, sauf chez les cardiaques qui peuvent faire des troubles de rythme graves, je ne comprends pas ce débat. Si j'ai un malade grave devant moi, je n'ai rien à lui proposer, je fais un traitement compassionnel. De toute façon, le débat sera bientôt clos, puisqu'il y a l'étude de Discovery des Européens qui est en train de tester ce produit-là, pas versus, mais en même temps que d'autres produits qui sont des antiviraux, le remdesivir, l'opinavir, le tonavir, tout ça, le favipiravir, tous ces produits sont en train d'être testés. On saura assez rapidement si on avait rêvé. Oui. Ou si vraiment sur cet aspect, le professeur Moni a évoqué un aspect là du patient, un qui a suivi le protocole. Oui, bien sûr. Mais du professeur Raoult, et un autre qui n'a pas pris. Oui, voilà. Conclusion, les deux sont guéris. Mais moi, je ne veux pas jouer ma vie à la loterie. Vous comprenez? On sait que 80% des malades guérissent spontanément, mais qu'en est-il de 20%? Ils vont peut-être s'aggraver, ils vont peut-être finir en réanimation. C'est de cela qu'il s'agit. Et au début de la maladie, vous ne savez pas qui fera une complication et qui ne fera pas. Vous ne savez pas ça. On n'a aucun élément. On a bien entendu quelques facteurs de risque. Si quelqu'un est diabétique, s'il est plus de 65 ans, 75 ans, on se méfie. S'il a une hypertension artérielle, s'il a une maladie cardiovasculaire, on va se méfier. Mais la population des gens jeunes, moins de 45 ans, 30 ans, qui n'a pas de risque cardiovasculaire, quel est donc le problème? Vous comprenez? Je ne joue pas ma vie à la loterie. Si moi j'ai le Covid, je ne sais pas si ce serait dans les 20% qui vont faire la maladie grave ou s'il ne sera pas. Donc, par précaution, si je ne suis pas cardiaque, si je n'ai pas de facteur de risque, je prends la chloroquine. Et on attend Discovery et Solidarity, les deux études en cours, pour nous dire si c'est bon ou si c'est pas bon. C'est un débat franco-français dans lequel je n'ai pas envie d'entrer, ça. Voilà. C'est du vent, on remue du vent. Je vais revenir à vous parce que vous êtes là pour la transmission. Vous allez nous montrer comment ça se transmet. Dans un instant, on repart en France, je reviens à vous. On repart en France où nous attend le docteur Ngekap Armand. Bonsoir docteur. Docteur Ngekap Armand. Bon, on revient. Dites-nous, le cycle de transmission, montrez-nous comment... Oui, docteur Ngekap, il est là. Bonsoir, une fois de plus. Vous êtes médecin urgentiste et praticien hospitalier dans le pôle urgence et réanimation du centre hospitalier de Soissons. Nous sommes bien en banlieue parisienne. Docteur Ngekap? Bon, voilà, on revient au docteur Ngekap. Dites-nous comment ça se transmet tout ça. Oui, avant d'entrer dans cette explication de la transmission, je voulais quand même dire quelque chose de fondamental que j'ai eu l'occasion de dire. C'est que le Covid-D, c'est-à-dire l'infection due au coronavirus, est une maladie qui ne concerne les médecins qu'en fin de course. On vous a dit, au début, on a des petits signes qui ne sont pas graves. On vous dit restez chez vous. L'essentiel, c'est la prévention. Le médecin intervient en bout de chaîne. Le problème, c'est quoi? Il y a deux responsables dans ça. Ce n'est pas l'affaire des médecins. Il y a deux responsables, c'est le gouvernement et les citoyens. Et dans ces deux groupes de responsables, le gouvernement est bien plus responsable que les citoyens parce qu'il doit expliquer aux populations, grâce aux experts dont il dispose, notamment des médecins de santé publique qui sont avec lui, expliquer en quoi consiste la maladie, quelle est sa gravité, expliquer tous les jours, que tout le monde comprenne. Tout le monde n'a pas encore compris. Et après l'explication, on édicte des mesures et il faut à ce moment-là sévir
L'État doit imposer, un État qui sait faire la dictature pour d'autres sujets, doit pouvoir le faire pour la santé des Camerounais, j'espère. Il faut savoir imposer les mesures qui ont été prises et ne sont pas respectées. Je viens d'avoir là un message, quelqu'un qui dit, j'étais à la Quintini, on nous a mis dans une salle commune avec des gens, on ne sait pas si sont malades ou pas malades, on a attendu le médecin pendant longtemps, il est venu, il a dit, j'ai pas de kit pour vous tester, rentrez chez vous. Vous rentrez chez vous, est-ce que vous étiez venu faire à l'hôpital? Vous avez attendu dans une pièce, le médecin n'avait rien pour vous, on vous renvoie à la maison dans des conditions très, très dangereuses parce que vous avez côtoyé des gens que vous ne connaissiez pas. Étaient-ils malades ou pas? Vous ne savez pas. C'est pour ça que dès le début, j'ai dit aux gens qui étaient un peu choqués, n'allez pas à l'hôpital, restez chez vous. Que les gens n'aillent pas à l'hôpital? N'allez pas à l'hôpital. Si vous avez de la fièvre, un peu de douleur, n'allez pas à l'hôpital. Vous vous observez. Comment ça? Non, il ne faut pas aller à l'hôpital. Il faut vous observer. Si vos signes s'aggravent, vous téléphonez au numéro dédié. Le 1510. Le 1510 et les autres, vous leur téléphonez. On vous dit la conduite à tenir. Aller à l'hôpital, c'est prendre un risque. Premièrement, de contaminer le personnel médical si vous êtes malade. Deuxièmement, de vous contaminer si vous n'étiez pas malade. Parce que dans ce mélange à l'hôpital, il y a des gens malades, des gens qui ne sont pas. Donc il ne faut pas aller à l'hôpital. Il faut rester à la maison. Bien entendu, ça pose un problème de rester à la maison chez nous parce qu'il y a plein de gens en promiscuité. Donc, on doit expliquer, c'est ça le rôle des pouvoirs publics et de nous médecins, d'expliquer aux gens quand vous êtes à la maison comment vous devez vous comporter pour ne pas contaminer votre famille, vos enfants, vos proches, les gens que vous aimez bien. Ok. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà. Non, je reviens. Oui, vous aurez le temps d'expliquer. Oui. Parce qu'il est déjà là. Oui. Jules Diala, nous allons dans où tout a commencé. Oui. Nous sommes en Chine. Si il est 2h du matin. Oui. Je reviens à vous. Il est 2h du matin à Shanghai. Bonsoir. Jules. Bonsoir, cher Alain. Voilà, vous êtes à Shanghai. Il est 2h du matin passé. Merci. Vous êtes encore là ce soir. Dites-nous, quel est le bilan aujourd'hui en Chine? Le bilan en Chine actuellement n'est pas visible puisque les informations n'ont pas été mises. On parle plus de Covid là-bas? Donc nous attendons toujours. Les informations n'ont pas encore été mises en public, donc nous attendons toujours que ça soit mis en public avant. On n'a pas d'informations exactes sur le bilan en Chine, mais il n'y a plus de contamination en interne, juste les cas importés pour le moment. Voilà, la dernière fois, vous nous parlez de cette mesure qui est tombée quelques heures avant qu'on ne vous prenne en direct. La fermeture, on ne voulait plus d'étrangers en Chine. Oui, on ne veut plus d'étrangers en Chine parce que la majorité des cas actuellement en Chine sont des cas importés puisqu'il n'y avait plus des cas internes. Donc le gouvernement a suspendu l'accès aux étrangers en Chine actuellement. Donc c'est fermé et nous attendons l'autre. Voilà, beaucoup de gens vous regardent en ce moment. On a envie de comprendre comment la Chine a fait pour vaincre, entre guillemets, cette pandémie là-bas. Quelles sont les mesures qui ont été prises par le gouvernement chinois? Alors, on va dire, en décembre, nous avons suivi des rumeurs, c'était comme la grippe. On a dit la grippe dans la ville de Hubei. En fait, les gens ne prenaient pas en compte et ils ne portaient pas encore les masques, rien du tout. Et après, je pense 2 semaines, alors qu'on a vu des morts, alors tout le monde a commencé à porter un masque. C'était la première réaction et première réaction demandée par les experts chinois, les médecins. Après, maintenant, le gouvernement a commencé à un confinement général de la population et la désinfection de tous les lieux où il y a eu des cas suspects ou bien des cas avérés. Justement, Jules, parlant de ces mouvements, des infections, des cas, des places publiques, comment ça se passe concrètement en Chine? Comment ça s'est passé? Pour des cas publics, ils utilisaient des drones. Ils ont vraiment des gros drones. Ils utilisaient des camions. Ils utilisaient des pulvérisateurs. Il y a aussi des camions comme celui dont on chasse souvent les manifestants au Cameroun avec. En fait, ils lavaient la route complètement dans toutes les zones. Ça veut dire qu'ils se retrouvent dans
dans un immeuble et qu'il y a eu un infecté, ils vont désinfecter tout l'immeuble et ils vont essayer de prendre la température de tous les habitants qui font partie de l'immeuble. Exact, c'est comme ça. Ok. Voilà, on va revenir. Vous venez de suivre les méthodes mises en place par le gouvernement, l'Empire du Milieu, pour venir à bout de cette... Le son il y a d'abord, il a dit qu'on demandait aux gens le port du masque, ensuite le confinement. Puis les villes étaient bombardées, comme un intervenant l'a dit sur ce plateau hier. Pour désinfecter toute la ville. Voilà, pour désinfecter toute la ville. C'est ça. Qu'est-ce que nous, on attend pour ça? Ah ben ça, c'est pas à moi qu'il faudrait poser la question. Ce qu'il faudrait déjà, c'est que la commission qui a été mise sur pied par le gouvernement et le gouvernement décide de qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Que la commission instruise le dossier, comme on dit, et qu'on dégage... Le ministre de la Santé parlait il y a 2 jours du port obligatoire. Pas obligatoire, mais il dit, conseil, il recommande aux Camerounais de porter le masque. On doit dépasser le conseil dans cette affaire. On est en guerre. On ne conseille pas quelqu'un en guerre. On décide qu'on tire. On impose. On tire ou on ne tire pas. En vrai, en guerre, on ne supplie pas quelqu'un. La guerre, on tire ou on ne tire pas. Hein? On commande. Hein? Nous sommes en guerre contre un virus. Il nous faut un commandant de bord. Il nous faut un chef. Le chef des armées, il est où? Il nous faut un chef des armées qui conduit les troupes à la guerre contre ce virus-là. On ne propose pas, on dicte. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Alors, je m'excuse. Oui, allez-y sur le chemin, sur la transmission. Ce schéma, j'y tiens beaucoup parce que si on comprend ce schéma, on comprend tout de suite l'origine de la gravité de cette maladie. Alors, si on veut bien, tout à l'heure, on avait une image sur l'écran. Si on peut faire peut-être... Oui, voilà. Vous voyez sur l'écran, vous avez ce schéma en cercle. Tout en haut, vous avez un bonhomme en bleu qui tousse et qui crache des petits fragments des virus. C'est le malade. Ce monsieur en bleu, il est malade. Il tousse et dans sa salive qui sort, il y a des petites gouttelettes invisibles qui contiennent les virus. Ces gouttelettes vont se déposer sur toutes les surfaces qu'il y a devant lui. On a mis une table comme exemple, mais la surface, ça pourrait être votre corps, ça pourrait être votre table, votre livre, votre verre à boire, tout ce qu'il y a devant lui à moins d'1 mètre va recevoir des dépôts de virus. Ce dépôt va rester sur cette table, sur cette surface, disons n'importe laquelle, pendant quelques heures, voire quelques jours. C'est ça le problème. Et pendant cette durée, vous voyez la main qui touche la table. Si vous passez par là, vous touchez cette table-là, vous prenez le virus. Prenons par exemple un comptoir d'une caissière, d'un boulanger, d'un commerçant. Vous venez devant la caissière de boulangerie, vous lui parlez, et si vous toussez, si vous éternuez, tout ce qu'il y a devant elle va avoir un dépôt de virus. La table, les expositions, tout ça. Et tous ceux qui viendront après ce qu'il y a là, s'ils posent la main sur le comptoir, ils attrapent les virus. Ouais. Voilà la main qui est ouverte avec des dépôts de virus dessus. Vous suivez le schéma et en bas, vous voyez quelqu'un qui met son doigt dans le nez. C'est ça le geste fatal. Mettre son doigt dans le nez, sur la bouche, sur les yeux. Quand on a touché une surface comportant des virus, c'est le geste mortel. Parce qu'à partir de là, le virus va se développer dans le nez, dans la gorge, il va descendre, vous voyez le dessin de la trachée à votre gauche, là, il va descendre dans la gorge et il va arriver au poumon, le dessin en rouge sur votre gauche. Et une fois au poumon, il va s'infiltrer dans les cellules pulmonaires qu'on appelle des pneumocytes. Ces cellules-là vont être endommagées et comme les virus sont très nombreux, ils vont endommager un nombre incalculable de cellules pulmonaires et là commence la difficulté. Vous n'avez plus d'oxygène qui passe de l'air pulmonaire vers le sang et donc le sujet manque d'oxygène et c'est pour ça que vous l'auriez tellement essoufflé avec aussi la fibrose voilà. Ça c'est un schéma qu'on va voir après comme dans les mesures de prévention. Nous sommes encore dans la transmission et donc c'est comme ça. À partir du poumon malade, vous avez de nouveau un sujet malade en haut qui retousse et le cercle part ainsi. Et à chaque cercle, on entraîne des centaines, voire des milliers de gens. Et c'est pour ça que... Mais vous venez de dire que vous déconseillez d'aller à l'hôpital. Vous dites bien que lorsque on monte le poumon là et tout ça, c'est stable. Non, il ne faut pas aller à l'hôpital quand vous ressentez les premiers signes, c'est-à-dire la température, la toux, quelques douleurs diffuses. Vous vous demandez, est-ce que j'ai la grippe ou est-ce que j'ai le Covid-19 ? Vous restez chez vous et vous surveillez. Si vos symptômes s'aggravent, vous appelez un médecin ou le centre 15-10 qui vous dit ce qu'il faut faire. Mais comme on m'a dit aussi que souvent ils ne répondent pas, ou bien ils vous disent on vous rappelle pas, et vous êtes inquiet,
Surtout pas d'automédication. Allez voir un médecin. N'allez pas faire la queue à l'hôpital. Allez voir un médecin qui vous dira ce qu'il faut faire. Il jugera en son âme et conscience s'il doit vous traiter, s'il doit vous hospitaliser. En tout état de cause, il doit vous faire un test pour savoir si vous avez ou si vous n'avez pas la maladie. Mais le pauvre docteur, il n'a pas le test. Vous comprenez qu'on a une situation extrêmement difficile. Ok. Oui. Voilà, on va revenir sur la suite parce qu'il est déjà là, le docteur Ngemkap Armand. Bonsoir, docteur. Voilà, docteur Ngemkap. Bon. Oui, vous êtes médecin urgentiste et praticien hospitalier dans le pôle urgence et réanimation du centre hospitalier de Soissons. Nous sommes en banlieue parisienne. C'est exactement ça, plus précisément en Picardie. Voilà, Picardie. Voilà, docteur Ngemkap, vous êtes en tant qu'urgentiste, vous devez être débordé ces derniers jours. Oui, c'est vrai qu'il faut dire que je suis assez débordé par le fait qu'effectivement nous sommes en plein pic épidémique là, du moins dans notre région, nous touchons le pic épidémique. Nous n'avons pas encore vraiment atteint cette phase de décroissance, mais nous sommes dedans. Et c'est vrai que ça fait un surcroît de travail, tout à fait. Voilà, aujourd'hui, nous, au Cameroun, les chiffres parlent de 284 cas testés positifs. C'est comme ça que ça a commencé en France? Il faut, Serge Alain, vraiment, il faut dire que le 26 février, je veux vraiment replacer un peu les choses, parce que lorsqu'on parle de 284 cas, ça ne dit pas grand-chose aux Camerounais, mais si on replace les choses dans leur contexte, on essaye de placer un décor, on va comprendre rapidement comment cette situation-là peut très rapidement se dégrader et on se retrouve en train de compter des nombres de morts. Moi, j'étais au Cameroun en février. En février, j'étais parti au Cameroun pour lancer un festival de cinéma, Festival Coman. Et quand je reviens du Cameroun, nous sommes autour de mi-février, on ne parle quasiment pas de coronavirus en France. On regarde ça depuis la Chine et les Français ne semblent quasiment pas concernés. Le 26 février, la France enregistre son premier cas de décès d'une victime de coronavirus. Au Cameroun, quand je parle du Cameroun, alors on n'est totalement pas concerné par cette situation-là. Et voilà que nous sommes aujourd'hui le 2 avril, la France a quasiment 4000 décès, plus de 4000 décès. On a pratiquement près de 60 000 personnes qui sont infectées. Il faut toujours relativiser ces chiffres-là parce qu'en France, tout le monde n'est pas dépisté. Le dépistage n'est pas un dépistage de masse. Et aujourd'hui au Cameroun, on se retrouve avec 7 décès, on se retrouve avec 284 cas. Moi, je crois que l'urgence, le thème d'ailleurs de votre émission, c'est vraiment l'urgence d'agir. Et je crois que l'urgence est vraiment d'agir. Et il faut agir très rapidement et très vite. Il ne faut plus qu'on perde le temps. Docteur Ngemkap, il y a ce débat-là, le port du masque. Est-ce que vous aussi vous demandez aux Camerounais de porter de manière systématique le masque? Dans la riposte que nous devons donner, puisque nous sommes en guerre, il faut le dire. Maintenant, la pandémie est une réalité au Cameroun. Le Cameroun est passé en phase 3 de cette pandémie mondiale-là. Il faut que tous les Camerounais portent le masque. Tous les Camerounais devraient porter le masque. C'est vrai que le masque n'est pas disponible et il coûte très cher. Mais je pense qu'il faudrait qu'on puisse utiliser des masques de fortune. Qu'est-ce que j'appelle masque de fortune? À savoir qu'on se protège le nez et la bouche par un tissu. Ça permettra de protéger au moins 50% les uns les autres. Parce que ça permettra d'éviter que les uns les autres projettent dans l'atmosphère, par exemple, la sécrétion infectée. Moi, je conseille vraiment aux Camerounais le port du masque. Quitte à passer au confinement un peu comme en Chine après? Mais, si vous voulez, Serge Alain, moi j'ai développé, j'ai beaucoup travaillé sur le sujet. J'ai d'ailleurs fait une chronique santé à le docteur Armand, puisque je fais une chronique santé quasiment toutes les semaines. Et j'ai traité cette problématique du coronavirus dans ma chronique santé à le docteur Armand dès le 26 février. Donc j'ai vraiment réfléchi sur le sujet. Moi je crois que quand on analyse un tout petit peu les causes des échecs, par exemple, d'une stratégie dans les pays, on se rend compte qu'on n'a pas tenu compte de 3 paramètres. Il y a la population, il faut en tenir compte.
il y a le deuxième paramètre, c'est le système sanitaire, il faut en tenir compte. Et puis, le troisième paramètre, c'est la gouvernance. Quand on regarde, par exemple, on se situe au niveau du Cameroun, on se rend compte que la population, par exemple, les jeunes, par rapport à la population, par exemple, européenne, qui est un peu plus âgée, et ça peut être aussi une chance pour nous de pouvoir mieux combattre le virus, parce qu'on sait que, même s'il y a eu quelques victimes parmi la population jeune, on sait quand même que les jeunes résistent beaucoup plus à cette infection-là. Ce sont ces jeunes-là qui font partie de la catégorie des 80% de personnes qui présentent peu de symptômes ou pas du tout de symptômes. Après, il y a les systèmes de santé. Alors là, nous sommes totalement défaillants. Nous sommes totalement défaillants parce que nos systèmes de santé ne pourront pas résister. Je pense qu'il y a le docteur Sandion qui disait que dans la ville de Douala, par exemple, il y a à peu près 14 lits de réanimation et qu'on a compté qu'à peu près 40 réanimateurs au Cameroun. Et vous voyez qu'avec des ressources humaines aussi faibles, nous ne pourrons pas résister. Donc, il faut vraiment qu'on axe vraiment les choses au niveau de la prévention. Et c'est là où intervient vraiment la gouvernance. La gouvernance doit pouvoir apporter une riposte gouvernementale assez ferme, courageuse, mais tout en étant humaine. Et cette riposte-là comprend le confinement. Le confinement, peut-être, ne va pas être un confinement généralisé, parce qu'on sait qu'à peu près 60% des Camerounais vivent au quotidien. Ils sont dans des situations de précarité, ils vivent au quotidien. Mais ça peut être un confinement mesuré. Et surtout un confinement avec, pour vraiment, et là il faut vraiment être tout à fait strict là-dessus, tous ceux qui seront à l'extérieur devront porter un masque. Ça, c'est quelque chose vraiment de tout à fait très important. Et dans la réponse gouvernementale aussi, il faut qu'il y ait un dépistage de masse. Il faut un dépistage de masse parce que le dépistage de masse, par exemple, dans cette stratégie de prévention-là, va permettre à ce que rapidement on dépiste ceux qui sont infectés, qu'on pourra mettre en quarantaine à leur domicile ou peut-être créer, on a des stades de football, on peut rapidement monter des structures là-bas pour pouvoir accueillir ces personnes qui sont en quarantaine là et les prendre en charge. Et ceux qui sont malades et qui présentent des systèmes qui présentent des signes de la maladie, des signes de la maladie pourront être pris en charge par les formations sanitaires. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Mais il faut aussi, moi je vois qu'il y a une polémique, là, je n'ai pas très bien suivi le début de l'émission, mais il y a une polémique sur l'utilisation de la chloroquine. Oui. Dans mon hôpital, par exemple, on utilise déjà la chloroquine. La chloroquine est rentrée dans le traitement des patients infectés par le Covid-19. Je crois qu'en médecine de guerre, il faut utiliser des stratégies de guerre. On n'a pas le temps de tester encore la chloroquine. Il faut qu'on mette en place ce protocole thérapeutique-là. Voilà des mesures, par exemple, que je propose. Et moi, je pense qu'il y a aussi la télémédecine qu'il faudrait qu'on puisse inventorier au Cameroun. Et ça peut se faire assez rapidement. Si vous me permettrez, on pourra en discuter dans la suite, parce que je pense que j'ai déjà été assez long. Voilà, docteur Simeon Kusu. Oui, vous dites qu'il n'y a plus de débat sur la chloroquine. Sur la chloroquine, oui. C'est-à-dire qu'en médecine, on a ce qu'on appelle la médecine fondée sur les preuves, hein, evidence-based medicine. Quand on n'a pas ça, on fait la médecine compassionnelle. Et c'est ce qu'on fait au Cameroun depuis longtemps. On fait la médecine compassionnelle. Nous, à l'hôpital, on n'a pas toujours les moyens de faire le diagnostic exact de malade qui est devant nous. Et quand on a fait le diagnostic, souvent, le médicament qu'on prescrit n'est pas là. Quand le médicament est là, le malade n'a pas l'argent pour l'acheter. Nous faisons depuis des années de la médecine compassionnelle. Quel est donc le problème de l'affaire maintenant en ce qui concerne le Covid-19 ? Il n'y a aucun problème, c'est ce qu'on a toujours fait. Donc, je prescris un médicament parce qu'à mon âme et conscience, je pense que ça peut aider le malade, je lui donne. Hein? Donc, je vous ai dit, la question va être réglée bientôt. Hein. Les Européens sont en train de faire, oui, les Européens sont en train de faire l'étude de Discovery sur plusieurs pays avec des milliers de malades inclus. L'OMS est en train de faire l'étude Solidarity avec plusieurs pays en jeu. Il y a d'autres qui sont en train de faire d'autres études. J'ai appris, par exemple, qu'il y a des gens qui sont en train de tester le diltiazème. Diltiazème, qui est un médicament qu'on donne à l'hypertension artérielle. Bon, on teste tout ce qu'on veut. Quand on est noyé, comme disait quelqu'un, on s'accroche même à un serpent, n'est-ce pas? Oui. Donc, on teste tout ce qu'on veut. Et donc, au bout des comptes, on aura les résultats des tests. Et on fera alors de la médecine fondée sur les preuves. Ouais. Mais en attendant, la médecine fondée sur les preuves, on ne va pas laisser mourir nos malades. Vous comprenez le problème? On fait ce qu'on peut pour les aider. Et lorsqu'on aura la preuve que c'est tel médicament et pas tel autre, on le prescrira. Mais derrière ce débat sur la chloroquine, j'ai peur qu'il y ait un autre débat. C'est le fait que les firmes pharmaceutiques qui sont en train d'essayer les médicaments antiviraux, ce sont des médicaments chers sur lesquels les marges bénéficiaires sont importantes. Je ne suis pas sûr que ces laboratoires voient d'un bon œil
la prescription massive et généralisée de la chloroquine qui ne coûte plus rien. N'importe quel laboratoire, n'importe quel industriel qui a le matériel pour le faire peut fabriquer la chloroquine. Hein. C'est maintenant tombé dans le domaine public. N'importe qui peut la fabriquer. Et ça n'arrange pas du tout les laboratoires qui veulent commercialiser des produits antirétroviraux qui sont très chers. Mais non, je voudrais quand même revenir encore une fois sur mon schéma de transmission pour vous montrer les points sur lesquels on peut s'appuyer, si on peut avoir l'image, dans les actions de prévention. D'abord, c'est le schéma suivant, s'il vous plaît. Oui, voilà. Rapidement. Vous avez entre l'homme bleu et la table, comment faire pour empêcher que les virus tombent sur la table? Bien entendu, c'est le masque, c'est le confinement, c'est le port des équipements de protection chez les médecins, par exemple. C'est la distance entre les gens, ne pas embrasser, ne pas saluer avec vos mains. Voilà, à ce stade-là, voilà ça. Je vais égrener comme ça, mais après on fera une synthèse pour le public de comprendre ça. Pour empêcher le passage de la table au nez du patient, c'est la partie à droite en bas, pour que le virus qui est sur la table, sur la surface, ne passe pas dans le nez du patient, c'est le problème royal de lavage des mains. Mais il y a aussi des choses simples. Ne pas toucher n'importe quelle surface quand vous n'êtes pas chez vous. Et pas de contact interhumain, d'accord? Et ne pas porter la main sur la figure. Et le confinement aussi, parce que là, le confinement, ça empêche toutes ces relations-là. Et on oublie toujours le lavage des surfaces. Chez vous, dans votre entreprise, partout où c'est possible, les gens passent, ils déposent leurs microbes. Vous pouvez laver même tant que vous voudrez. Il faut désinfecter aussi les surfaces. Vous pouvez le faire tout simplement avec l'alcool ou avec l'eau de javel, c'est parfait. Désinfecter toutes les surfaces. Maintenant, le passage du nez, quand ça y est déjà, vers la bronche, c'est plus difficile. Il y a des gens qui conseillent de boire des boissons chaudes parce que les virus, ils ne résistent pas après 27 degrés. Donc, si le virus est dans votre nez, en buvant souvent des tisanes chaudes, vous diminuez le risque de le laisser passer jusqu'au poumon. Une fois qu'il est au poumon, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, à part le traitement? C'est le traitement. Alors, la question du traitement, on va peut-être y revenir tout à l'heure, j'espère. Voilà, nous repartons à Paris où nous attend le professeur Moni. Professeur Moni, quel traitement préventif vous pouvez conseiller comme ça à ces Camerounais qui vous regardent en ce moment? C'est le traitement. Alors, la question du traitement, on peut y revenir, j'espère. Voilà, nous repartons à Paris où nous attend le professeur Moni. Professeur Moni, quel traitement préventif vous pouvez conseiller comme ça à ces Camerounais qui vous regardent en ce moment? Nous repartons à Paris où nous attend le professeur Moni. Oui, des petits soucis techniques. On va revenir au docteur Moni dans un instant. Oui, vous n'avez pas terminé votre démonstration. Oui, je disais que donc à la fin de mon cercle là de prévention, il y a le passage. Le fait que le patient qui a les virus dans son poumon devient malade. C'est à ce moment-là qu'intervient le traitement. Alors, la question du traitement est importante, on vient d'en parler. Le médicament, pour l'instant, il n'y en a qu'un. Alors, qui faut-il traiter? Voilà la question importante. Qui on doit traiter? Actuellement, les gens qui traitent disent on traite les malades qui sont en état grave. Malheureusement, les malades qui sont en état grave ont déjà des lésions pulmonaires irréversibles. Parce que lorsque le malade est déjà atteint au niveau de son poumon, le virus il va détruire le poumon et ensuite le virus va être inactivé par les anticorps que le malade a sécrétés contre le virus. Malheureusement, les lésions pulmonaires créent un foyer inflammatoire qui attire des cellules inflammatoires dans le foyer de dégâts alvéolaires. Et ces cellules, qui sont des cellules de défense des sujets contre les agressions extérieures, vont sécréter des substances qu'on appelle les cytokines. Ces cytokines vont envahir l'organisme et provoquer une réaction inflammatoire qui peut aggraver la situation du patient. Et donc, votre traitement, il vient trop tard. Le virus, il n'y est plus. Et quand il y est, il a causé tellement de dégâts que vous ne pouvez plus rien. Et donc, il faut traiter le malade avant. Et moi, je pense qu'il faut donner le traitement à tous les patients qui ont des symptômes et qui sont testés positifs. Il faut les traiter. Pour l'instant, avec la chloroquine, en respectant bien entendu les contre-indications, notamment les cardiaques, et les sujets âgés. Mais vous savez, j'ai regardé la pyramide des âges du Cameroun. Les sujets âgés, plus de 60 ans, c'est 5% de la population. C'est 5%. Oui, donc il y a quand même beaucoup de gens qui sont en dessous de cet âge-là et qui pourraient bien supporter la chloroquine, moyennant la surveillance cardiologique, mais aussi voir s'il n'est pas diabétique et tout ça. Donc, il faut traiter tout le monde.
j'ai dit tout à l'heure, la dose du médicament, j'espère que ça sera établi par l'étude Discovery et l'étude Solidarity, quelle dose il faut donner pour être en dessous de la dose toxique létale et au-dessus de la dose thérapeutique. C'est un travail à faire et on comprendra à ce moment-là qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Voilà, nous repartons donc à Paris, rencontrer le professeur Moni. Oui, professeur Moni, vous avez clairement mis en garde l'usage combiné de la chloroquine et d'azithromycine, potentiellement néfaste pour le cœur, on dit. Qu'est-ce que vous proposez donc à la place? L'usage combiné de la chloroquine et d'azithromycine, potentiellement néfaste pour le cœur, on dit. Qu'est-ce que vous proposez donc à la place? Alors, monsieur Serge Alain Autour, vous m'entendez? L'usage combiné. Ouais, des petits soucis. On va revenir sur le professeur Moni dans un instant. Voilà, allez-y, docteur Kussu. Oui, on avait donc... vous parlez des actions de prévention. Alors, je reviens donc pour synthétiser. 1. Le masque. Pour l'instant, il y a un consensus. Tous ceux qui sont malades doivent porter le masque pour protéger ceux qui ne sont pas malades. Oui. 2. Ceux qui ne sont pas malades et qui prennent soin des malades doivent porter un masque. Et 3. Tout le personnel médical doit porter un masque. Sur ça, il n'y a pas de débat. Oui. Ce que moi je demande, c'est que toute la population camerounaise porte un masque en sortant de la maison. C'est là que je fais un petit bémol par rapport à ceux qui ont dit tout le monde porte le masque. Si je suis chez moi, je porte le masque, sauf s'il y a quelqu'un de malade chez moi. Quand je sors de chez moi, je mets un masque. Ça me fait toujours rire quand je roule en ville, je vois des gens seuls au volant de leur voiture avec un masque. Ils se protègent contre qui? Il n'y a pas de danger. Le danger, c'est l'autre. Hein? Quand vous sortez qu'il y a du monde, vous mettez votre masque. Donc, masque obligatoire pour tout le monde. Vous dites que les gens ne doivent pas porter le masque dans leur véhicule. Bah, oui, s'ils veulent porter... Quand ils sont tout seuls dans leur véhicule. Bah oui, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Parce qu'il faut bien comprendre, si vous avez compris mon schéma, il n'y a pas du virus du corona dans l'air. Donc, vous ne risquez pas de respirer un air contaminé. Le virus, il est sur les tables. La table, la surface, ça peut être vous. Si vous avez été à un endroit, quelqu'un a toussé sur vous, le virus est sur vos vêtements. Moi, j'ai été l'autre jour à une audience du tribunal à Boranté. On jugeait 4 membres du MRC qui avaient porté un tract disant qu'ils sont contre les élections. Et le juge qui était assis devant, il avait un masque. Et de temps en temps, il prenait son masque, il le baissait, puis après il le remettait. Ça, c'est exactement ce qu'on ne doit pas faire. Parce que vous, en touchant votre masque, notamment à la surface extérieure, vous annulez l'effet du masque. Ok. On va revenir après le journal, parce qu'il est déjà là, Cédric Noufélé. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain. Ce soir, nous parlerons du point sur l'évolution de la pandémie de coronavirus au Cameroun. Le pays a franchi la barre de 300 cas positifs de Covid-19, 8 décès enregistrés de suite de cette pandémie et au-delà d'une dizaine de cas qui ont retrouvé la santé. La progression de la pandémie, de l'épidémie au Cameroun suscite des inquiétudes et dans ce journal, ce soir, nous évoquerons les failles et dysfonctionnements dans la stratégie de confinement des patients atteints du Covid et les grincements de dents dans les espaces marchands où des mesures de restriction sont appliquées à plusieurs vitesses. Vous suivrez également dans le journal de 20h la colère de certains conducteurs de taxi en plein centre-ville de Douala, notamment le quartier administratif Bonanjo, où ils ont garé pour exprimer leur désarroi suite à des contrôles intempestifs. Nous parlerons ce soir, Serge Alain, des mesures d'hygiène qui sont loin d'être appliquées dans d'autres espaces marchands. Pourtant, autorités municipales avaient juré la main sur le cœur de mettre des moyens, des équipements pour faciliter la vie à la fois aux commerçants et aux ménages. Nous en parlerons ce soir. Et sur le plan économique, le JICAM sort de sa réserve pour demander au gouvernement un allègement fiscal et d'autres mesures d'assouplissement pour permettre aux entreprises impactées par la crise de pouvoir survivre. La CEMAC s'inscrit dans la même démarche. Nous en parlerons ce soir. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve, bien évidemment, pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera après le journal de 20h qui vous sera présenté par Cédric Noufélé. Madame, monsieur, place tout de suite donc aux 20h, le plus attendu du Cameroun. Le 20h de Cédric Noufélé.